Donc nous reprenons les séminaires des Amis de la Liberté après quand même plus de 20 mois d'interruption. Voilà. Qui l'eût cru? Bon, mais quand même pas interruption totale et complète, puisque les Amis de la Liberté ont proposé pendant tous ces mois des vidéos et d'autres initiatives d'ailleurs, même un voyage à Puget-Théniers. Et donc le lien avec nos adhérents et avec le public qui suit nos activités s'est quand même un peu maintenu, heureusement quand même. Le séminaire se déroule toujours comme les années passées en partenariat avec le Centre de recherche en histoire des idées, qui est lié à l'UFR de philosophie et dont le directeur adjoint est Mélanie Plouvier, qui est maître de conf à Carlone, en philo à Carlone. Et j'en profite pour la remercier une fois de plus de son engagement à nos côtés pour l'organisation de ce qu'elle appelle, elle, des séminaires de philosophie politique grand public. C'est comme ça qu'elle les dénomme sur son site internet. Et puis nous remercions aussi, cela va de soi, l'Université de la Côte d'Azur de nous accueillir dans ses locaux. Une fois tout cela dit, qui devait l'être, donc nous allons commencer aujourd'hui une série de 9 conférences au cours desquelles, sous le titre, vous l'avez vu le titre, le néolibéralisme contre la démocratie, et notre idée, c'est d'argumenter plusieurs idées. Notre projet, c'est d'argumenter plusieurs idées. La première idée que nous souhaitons argumenter, c'est que le néolibéralisme a un sérieux problème avec la démocratie. Première idée. Idée d'ailleurs que l'on peut retourner, puisqu'on peut aussi bien dire que la démocratie, elle a un sérieux problème avec le néolibéralisme. Voilà. Les deux propositions sont valides. Deuxième idée, c'est de dire que ce problème, il ne tient pas aux personnalités des uns ou des autres, au caractère, au tempérament, à ce que je sais, même s'il n'est pas question de dire que les personnalités n'ont aucun rôle dans la vie politique, dans l'histoire ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout, mais le problème ne tient pas au premier chef au tempérament et au caractère des personnes. Il ne tient pas non plus ce problème aux configurations politiques particulières qui se sont succédées, qui ont pu se succéder depuis le début du XXe siècle, par exemple. Elles ont été d'une diversité telle que on ne peut pas retenir cette idée, cet argument. Non, la question pour nous, elle est celle de la nature du néolibéralisme lui-même. C'est celle de sa genèse, de son projet, du projet qu'il porte, du programme qui est le sien, qu'il a défini dans les premières décennies du XXe siècle et qu'il a remis sur le métier tout au long du XXe siècle, et même encore maintenant d'ailleurs. Voilà où est la question. Voilà quelle est la question. Alors, vous voyez que nous sommes deux. Pour ces conférences, on va officier à deux. En ce qui me concerne, je vais présenter les thèses et les arguments qui correspondent à tout ça, et Hugues Liez va, lui, présenter les citations
qui vont accompagner mon propos, les citations qui viennent à l'appui de ces thèses et arguments. C'est une innovation et nous espérons que cette innovation vous plaira et qu'elle vous aidera. L'idée de départ, de base, c'est de vous aider à mobiliser votre attention ou à conjurer la lassitude, etc., etc. C'est ça. Bon, c'est une ruse, autrement dit. Alors, partons de cette question. Première question, à quand remonte le problème entre le néolibéralisme et la démocratie? Une première réponse qui est extrêmement fréquente, que l'on trouve dans toute la littérature, elle est de situer l'origine du problème aux années 1970 et 1980, on va dire, c'est Reagan et Thatcher. On est d'accord, il y a bien, à cette époque-là, année 1970-80, il y a bien un tournant politique, géopolitique et politique, économique, idéologique, culturel, il y a bien un tournant qui s'amorce à ce moment-là. Mais notre idée est de dire qu'il y a, s'il y a bien cette naissance en pratique, en fait, il y a une autre naissance. Il y a une naissance en théorie. Les années 1970-80, c'est la naissance en pratique. C'est la mise en œuvre pratique du néolibéralisme. Mais cette mise en œuvre pratique s'est adossée à une doctrine élaborée bien avant, un demi-siècle avant, au début du XXe siècle, dans les années 1920-1930. Nous évoquerons tout ça. Hein. Nous allons y revenir. Dès aujourd'hui, je vais donner des indications plus précises sur ce que ça va recouvrir. Au début du XXe siècle, le libéralisme, il est sur la sellette. Le monde vient de connaître, le monde, je vais dire occidental, par simplification, et par, c'est plus pratique aussi, le monde occidental vient de connaître une longue période de progrès économique. Progrès, est-ce que c'est vraiment le mot? On va dire de développement, de croissance. Ce serait plus juste. Et il en découle une mise en cause assez importante du libéralisme qui se constate d'ailleurs dans beaucoup de milieux et dans beaucoup de couches de la population. C'est à ce moment-là que se développe toute une série de débats. On peut distinguer trois moments particuliers. Le premier moment, c'est le débat qui oppose Walter Lippmann et John Dewey dans les années 1920 et 1930. Dans les années 1920, ces deux-là débattent et rompent des lances sur le thème de la démocratie. Et puis leur débat va rouler après, dans les années 1930, sur le thème du libéralisme. Nous, dans le séminaire, nous n'évoquerons que le débat relatif à la démocratie. C'est notre thème central. Pardon, tu as dit Lippmann et le deuxième, je n'ai pas bien entendu. John Dewey. John Dewey. Dewey. Dewey, comment ça s'écrit? D-E-W-E-Y. Voilà. Nous aurons
l'occasion de parler longuement de ces deux intellectuels du début du XXe siècle. Puisque je vais y venir là aussi, on va leur consacrer une conférence. Bon, ça c'est un premier moment, années 20, années 30. Un deuxième moment peut être distingué, c'est le colloque Lippmann d'août 1938 à Paris. Donc c'est le même Lippmann d'août 1938 à Paris. C'est, on va dire, une vingtaine d'années plus tard. Et puis le troisième moment dans tous les grands débats qui agitent les stratosphères libérales, eh bien, c'est la fondation de l'école de Fribourg, qu'on a appelée par la suite école de l'ordolibéralisme. Tous ces termes, nous les définirons. Et école de Fribourg animée par Walter Eucken. Alors là, c'est un Allemand, un économiste, qui crée l'école de Fribourg au début des années 30 et qui créera aussi, on y viendra tout ça, une revue pour soutenir et faire connaître ses travaux. Alors voilà ce décalage, il y a la naissance en pratique et la naissance en théorie, un décalage d'un demi-siècle, ce qui n'est pas rien. Pourquoi ce décalage? Pourquoi l'évolution du libéralisme, que j'hésite encore à appeler néolibéralisme, dans les années dont je viens de parler, on ne parle pas encore vraiment de manière ferme et assurée de néolibéralisme. Années 20, années 30, années 40, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Pourquoi ce décalage? Alors il y a trois sortes de raisons. La première raison, c'est que quand émergent dans les années 30 les premières thèses qui vont rapidement après être qualifiées de néolibérales, eh bien elles ne sont plus en situation. Elles ne sont plus en situation. Pourquoi? Parce que est intervenue entre-temps la Grande Dépression, la crise de 29. Et la crise de 29, avec et après la crise de 29, il n'est pas question de commencer à mettre en application les idées que des gens comme Lippmann ou Dewey ou Eucken développent. La crise de 29, elle appelle évidemment plus d'État et pas moins d'État. Plus d'État, vous avez tous en tête évidemment le New Deal du Roosevelt. On peut aussi citer le Front populaire en France. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, dans les années 30, la mise en œuvre d'une nouvelle configuration du libéralisme n'est pas mise à l'ordre du jour. La deuxième raison, eh bien, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre, elle implique également une implication forte de l'État. Production de guerre, mais aussi la direction, la gestion et la direction de la société qui est en guerre. Alors là, on va faire une coupure. Je viens de prononcer à plusieurs reprises le mot État. Donc ce que je vous propose, c'est de définir ce mot État. Par quoi? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme d'État? Alors, sur la notion d'État, les conceptions de l'État varient d'un auteur à l'autre.
Entre ceux qui en ont une conception hyper-minimaliste de type État, grande frontière, ceux qui ont une conception seulement minimaliste parce qu'ils ajoutent à l'État, garde-frontière, que je viens de nommer l'État régalien strict. État, armée plus police, plus justice, plus diplomatie. Et l'État, ponts et chaussées, qui construit les canaux, les routes, les ponts, etc. Hayek et Friedman peuvent être rangés du côté de l'hyperminimalisme, leur idéal, et du minimalisme strict, auquel ils se résignent, non sans y mettre des conditions. La seconde conception s'est imposée au moment du New Deal sous l'égide de Roosevelt et après la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du compromis fordiste, expression que je défilerai plus loin dans un instant, et Lippmann, qui est keynésien, se situe entre les deux, proche de ce que sera après la Deuxième Guerre la position économie sociale de marché, de l'ordolibéralisme allemand, qu'on définira aussi ce que c'est que l'ordolibéralisme allemand. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'État se servir de nouvelles tâches d'organisation des productions de guerre, en particulier État, chef d'équipe, qui ont souvent anticipé sur les évolutions d'après-guerre vers un État social de droit. Alors, le compromis fordiste, définition rapide. Hein. Dans le compromis fordiste, les gains de productivité, au lieu d'être affectés à la hausse des profits optiques terroristes, le sont soit à la base des prix, soit à la hausse des salaires. L'une et l'autre option étant réputée avoir comme effet d'accroître les ventes et, en fin de compte, d'accroître la profitabilité des entreprises. Cette stratégie tirait des leçons à la fois de la crise des années 30 et de l'émergence récente du système socialiste étendu. Alors, l'ordolibéralisme, Ordo, il y a Ordnung aussi dedans, hein, puisque c'est les Allemands, et c'est un système économico-politico-culturel où l'État est chargé de créer et de maintenir un cadre normatif comprenant la liberté générale de circulation des biens et des personnes, la concurrence libre et non faussée, entre les entreprises, le refus des politiques industrielles volontaristes et l'indépendance de la Banque centrale, la Bundesbank. Alors donc, j'ai évoqué deux raisons pour lesquelles la mise en pratique ne s'est pas faite tout de suite. Donc la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en troisième lieu, eh bien, troisième raison, au sortir de la Deuxième Guerre, le capitalisme est confronté à une situation nouvelle, inédite pour lui, avec l'émergence de ce qui a été appelé à l'époque, et pendant un certain temps, le système socialiste étendu. Et, ma foi, les dirigeants des pays occidentaux, surtout en Europe, veulent absolument éviter que les peuples de leur pays ne s'entichent de ce régime dit communiste. Et donc, cela entraîne la mise en sourdine du discours antidémocratique, du discours antisocial, et c'est là qu'est défini, mis en œuvre, le compromis fordiste que Hugues Liez a défini tout à l'heure. Compromis fordiste qui va prévaloir jusque dans les années 70, courant des années 70. Allez, je ne suis pas plus précis,
jusque les années 1970, et qui va finir par être abandonné parce que le système, à un moment donné, alors c'est à partir de la fin des années 60 aux États-Unis, puis au cours des années 70 en Europe, à un moment donné, le système va être confronté à une crise de profitabilité importante, sur laquelle je ne m'étends pas, ce n'est pas le sujet de notre séminaire, ça c'est une autre question. Donc décalage d'un demi-siècle, ce décalage a eu deux types d'effets. Il a eu des effets sur la mise en pratique, donc un demi-siècle après, et il a eu des effets sur les représentations que les acteurs des années 70-80 pouvaient se faire du néolibéralisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Les effets sur la mise en pratique. C'est que, même si les thèses nouvelles n'ont pas été mises en pratique, la réflexion sur ces thèses, elle a continué. Elle a continué tout au long des années 30, 40, 50, 60. Là, on peut citer, surtout au titre des années 50, 60 et 70, on peut citer Friedrich Hayek en premier lieu, et aussi Milton Friedman. Ce sont des noms qui vous disent quelque chose. Et à l'occasion de cette réflexion continuée pendant quelques décennies, eh bien, les nouvelles thèses se sont trouvées matinées d'une bonne dose de thèses ultra. Alors, je vais employer des formules de facilité. On va dire que le néolibéralisme s'est trouvé matiné d'ultralibéralisme. En disant ça, je suis un petit peu à côté de la réalité, puisque j'ai dit tout à l'heure, la formule néolibéralisme, c'est dans le courant des années 40 et surtout après la libération. Donc, le néolibéralisme se trouve matiné d'ultra au long de ces années. C'est l'effet du travail des recherches en particulier, pas que, mais pas seulement eux, mais en particulier Hayek et Friedman. Vous avez sans doute connaissance de cette fameuse Société du Mont Pèlerin, créée par Hayek en 1947 et qui a conduit un travail très important sur le néolibéralisme. Mais le décalage a aussi produit des effets sur les représentations des acteurs des années 70-80. On pourrait parler, je parlerai volontiers, de troubles perceptifs ou de troubles cognitifs, si vous voulez. 4 réflexions à cet égard. Premièrement, pour les acteurs des années 1970-80, le lien entre le néolibéralisme qu'ils voyaient se mettre en place sous leurs yeux, Reagan-Thatcher, et ses fondements théoriques d'avant-guerre, 50 ans avant, ce lien n'était pas évident. Pour beaucoup, il était perdu. Eux, ce qu'ils connaissaient, les acteurs des années 70-80, c'était Hayek et Friedman. Et beaucoup avaient tendance à faire de Hayek et de Friedman des fondateurs. Des fondateurs. Alors que je ne veux pas du tout dénier, je ne veux pas du tout diminuer Hayek et Friedman, c'est absolument pas ça le propos, mais alors que Hayek et Friedman reprenaient quand même, pour une part, et même assez largement, des thèses
des travaux, des recherches conduits avant eux, et en particulier par Lippmann. Par Dewey, moins. On l'évoquera aussi, ça. On y reviendra. Mais surtout par Lippmann. Donc, ils ont eu l'impression que Hayek et Lippmann, que Hayek et Friedman étaient des fondateurs, là où en fait, ils étaient au moins autant des fondateurs que des continuateurs, on va dire, des héritiers. Et en particulier, des héritiers de Walter Lippmann. Et ça me conduit à la deuxième réflexion. Est-ce qu'on trouve chez Lippmann, dans les années 20 et 30, un demi-siècle avant, est-ce qu'on trouve des positions qui anticipent les positions ultra de Hayek et Friedman dans les années 70-80? Alors là, je ne vais pas rentrer là non plus dans ce détail-là, c'est une discussion qui a cours depuis des décennies là aussi, et qui n'est pas close, qui ne fait pas consensus, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'espèce d'incertitude qui règne autour de cette question sur le côté néo ou le côté ultra des uns et des autres, est-ce que Lippmann est néo ou ultra, est-ce que Hayek est un ultra natif ou bien un ultra qui reprend des thèses de Lippmann, etc., etc. Tout ça, c'est une discussion qui se développe dans la communauté académique, dans le détail de laquelle nous n'allons pas rentrer. Mais on peut retenir une idée de ce débat à l'infini, c'est l'espèce d'indécidabilité de la distinction entre néo et ultra que nous connaissons. Qui est néo, qui est ultra, est-ce que lui il est néo, est-ce que lui il est ultra, etc., etc. Ces discussions-là sont extrêmement fragiles. On sent tous qu'on manque de matériaux et de matière pour les décider, pour les arbitrer. Et ça, c'est pour une part le fruit ou la conséquence de cette indécidabilité entre les rôles des uns et des autres. Troisième idée. La difficulté que je viens d'évoquer, elle a été redoublée par quelque chose, c'est l'ordolibéralisme mis en œuvre à partir de 1948 en République fédérale d'Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, sous l'égide de Ludwig Erhard, donc qui est aux commandes, aux affaires, comme ils disent, aux affaires de 1948 à 1966, comme ministre des Finances tout d'abord et comme chancelier ensuite. Et bon, le problème, pourquoi il y a un problème, c'est parce que l'habitude a été prise donc de désigner par ce terme d'ordolibéralisme la politique qu'a développée Ludwig Erhard, mais c'était aussi le terme avec lequel on désignait l'école de Fribourg, de Walter Eucken. Or, quand on regarde dans le détail ce qu'a fait Ludwig Erhard, eh bien, il n'a pas véritablement développé une politique strictement ordolibérale, strictement inspirée par Walter Eucken. Il s'en est écarté de plusieurs façons. La première manière dont il s'en est écarté, c'est que Ludwig Erhard a matiné son ordolibéralisme de beaucoup de bismarckisme. La société allemande, nous avons notre système depuis la guerre. Nous avons notre système de sécurité sociale,
les Allemands, eux, depuis Bismarck, ils ont également un système de protection sociale et pas question de les priver de ça. Et Ludwig Erhard ou Adenauer, qui était le chancelier à l'époque, n'ont pas cherché à revenir, à mettre à bas le système de protection sociale de l'Allemagne. Et donc, un ordolibéralisme, première différence, vraiment matiné de bismarckisme. D'ailleurs, Erhard, quand il voulait qualifier ce qu'il faisait, il disait « économie sociale de marché ». Économie sociale de marché. Expression qu'il reprenait, qui n'était pas la sienne, qu'il reprenait à des auteurs de l'époque. En réalité, je reviens sur le compromis fordiste, Erhard s'inscrivait dans le compromis fordiste, évidemment. Donc il y avait cet écart entre le théoricien Eucken et le praticien Erhard. Donc, encore une source de troubles perceptifs ou de troubles cognitifs. Et puis, quatrième idée, quatrième et dernière idée sur ce thème du décalage, on peut avancer l'idée, sérieusement avancer l'idée que Hayek et Friedman, donc dans les années 70-80, loin d'ajouter au néolibéralisme de Lippmann, n'est fait peut-être que l'exprimer franchement, ouvertement, exprimer un ultralibéralisme lippmannien, mais qui n'a pas été par contre exprimé par Lippmann lui-même. On peut avancer cette idée d'un autre type d'écart. Là, je thématise des écarts, mais là, l'écart dont il s'agit, c'est autre chose. C'est un écart entre Lippmann et Lippmann. Entre un Lippmann affiché, qui débat avec John Dewey, qui publie des papiers dans la presse américaine de l'époque, et un Lippmann rentré, en quelque sorte. Rentré, pourquoi? Parce que nous sommes dans les années 30 et la crise de 29, elle est là. Et il n'est pas question pour Lippmann de livrer comme ça, brut de décoffrage, le fond de sa pensée sur les évolutions qu'il souhaite pour le libéralisme. Un Lippmann authentique et un Lippmann affiché. Un Lippmann authentique qui serait, allez, on va dire, ultra, entre guillemets, et un Lippmann affiché qui serait néo, entre guillemets. Bon, je mets des guillemets puisque je répète une fois de plus que ultra et néo ne sont pas des termes de l'époque. Ce sont des termes d'aujourd'hui. Voilà, alors, 4 réflexions que je voulais vous proposer. C'est pour apporter l'idée que néo, ultra, rien n'est évident. Ce sont des catégories qui sont fragiles, qui sont labiles, qui sont avec des bougets permanents, et surtout si on introduit la dimension du temps. Si on prend les choses dans les années 20 ou dans les années 110-80, ce n'est pas du tout la même chose. J'en viens maintenant pour me rapprocher de la problématique du séminaire, j'en viens maintenant à une première définition du néolibéralisme qui va commencer à nous rapprocher de la question de la démocratie, de la problématique de la démocratie. Et là, je reprends, on en parlait tout à l'heure avec l'un de vous, je reprends les termes de ma conférence de 2019 sur le néolibéralisme, où je faisais appel à Bourdieu. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent-ils, se souviennent-ils comment Bourdieu définissait le néolibéralisme? Un programme de destruction
des structures collectives qui sont capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Pourquoi cette définition nous rapproche-t-elle de notre problématique sur la démocratie? Eh bien, c'est parce qu'un tel programme, dont l'enjeu central est les structures collectives, typiquement la protection sociale, mais plein de choses, hein, les entreprises publiques, hein, la SNCF, enfin, tout ce que vous voulez. Parce qu'un tel programme dont l'enjeu est les structures collectives ne peut pas se développer sans l'État, et encore moins contre l'État. Il doit nécessairement se mettre en œuvre, se développer avec l'État. Et Bourdieu, encore lui, disait, je le citais en 2019, l'État, dit Bourdieu, il participe de ce point de vue à son propre évidement. À son propre évidement. À sa propre subversion par les logiques néolibérales. Et disons-le, plus les années passent, plus, malheureusement, il y met du cœur. Bourdieu distinguait à cet égard deux grandes facettes de l'action de l'État. La main droite et la main gauche de l'État. La main droite, c'est celle qui assure, je le disais, l'évidement de l'État, hein, l'évidement de l'État, et qui organise, ben, on l'a déjà un peu dit, les marchés, la concurrence libre et non faussée, toutes ces choses-là. Et la main gauche, c'est celle qui assure les fonctions collectives. Et le système, et là est le croisement avec la problématique démocratique, le système, il va en permanence arbitrer entre la main gauche et la main droite, entre un affichage spectaculaire, démonstratif, voire agressif de la main droite, ou un affichage bon enfant, patelin, de la main gauche. Des magots de la main gauche. Il va le faire en fonction de la situation politique et des rapports de force. Par ailleurs, on ne peut pas non plus définir le néolibéralisme sans parler de l'Europe. Sans parler de l'Europe. C'est lié aussi étroitement avec la question démocratique. Cette Europe, vous le savez bien sûr, je ne fais que le rappeler, elle a été largement inspirée par l'ordolibéralisme allemand et elle a contribué puissamment à mettre hors de portée des peuples, des citoyens, toute une série de politiques publiques. Là, ça se traduit par Grégoire Chamaillou. Les politiques consistent à étirer, écarteler et faire en définitive éclater l'unité de la souveraineté territoriale classique, et notamment à transférer vers le haut, à des finances fédérales, tout un pan des anciennes fonctions de l'appareil d'État. Pour Grégoire Chamaillou, la construction européenne fournit un cas d'école pour une étude plus fine de cette stratégie. Ainsi que le dit Wendy Brown, nous parlerons d'elle à un moment donné, l'Europe a contribué, c'est sa formule, à défaire le démos. Défaire le démos, des accents graves. Je le précise, M-O-S. Le démos, là, on est sur le démos grec. C'est-à-dire donc à évider, non pas seulement l'État, je parlais tout à l'heure de l'évidement de l'État, par l'État lui-même. Mais là, il s'agit d'évider, non pas seulement l'État, mais la démocratie elle-même. Là est le deuxième croisement avec notre problématique.
Donc je le disais, notre projet, c'est de mettre en lumière que le libéralisme a un problème avec la démocratie. Ce problème, il est sans aucun doute lié au fait que le néolibéralisme, du fait notamment de sa crise de profitabilité, inspire des politiques, et d'ailleurs ne peut pas ne pas inspirer des politiques foncièrement hostiles au peuple, foncièrement inégalitaires, et que donc, du même coup, le cadre démocratique national représente pour lui une contrainte, il représente une gêne. Mais le problème se redouble si on envisage le néolibéralisme également sous l'éclairage des conceptions de l'homme, de la conception de l'homme, de la société, de la démocratie elle-même, à partir desquelles ces politiques sont conduites, mises en œuvre. On s'aperçoit alors que ces conceptions, eh bien, elles aussi, elles sont foncièrement conservatrices et antidémocratiques. Bon, les deux aspects, évidemment, ils sont intimement liés, car dans toute société, le système a besoin d'une idéologie pour légitimer sa domination. Et bien sûr que le système, il a fini par forger cette idéologie. Il est d'usage en la matière de pointer les conceptions fondamentalement antidémocratiques de Hayek, de Friedrich Hayek. C'est une évidence, Nous allons y consacrer une conférence entière aux thèses de Hayek. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte en quoi elles consistent. Notre parcours va bien passer par Hayek. Mais là aussi, c'est une des dimensions de notre projet. Nous pensons qu'il faut aussi mentionner Walter Lippmann, qui lui aussi a joué un rôle sur les idées relatives à l'homme et à la démocratie. Par exemple, Hayek, de retour du Chili, déclare au Times le 3 août 1978 « Je n'ai trouvé personne dans ce Chili tant vilipendé qui ne fût pas d'accord pour dire que la liberté personnelle est beaucoup plus grande sous Pinochet qu'elle ne l'était sous Allende. » Il faut le faire. Ou bien encore cette déclaration au journal El Mercurio lors de sa seconde visite au Chili en avril 81. Eh bien, je dirais que, en tant qu'institution à long terme, je suis totalement contre les dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pendant une période de transition. Il est parfois nécessaire pour un pays d'avoir pendant un certain temps une forme de pouvoir dictatorial. Comme vous le comprendrez, il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale. Et il est également possible qu'une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme. Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. Voilà. Tenez-vous-le pour dit. On va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ça. Et de manière, sur Hayek, je veux dire, et de manière plus précise, plus complète qu'en 2019. Mais bon, Hayek, sur la démocratie, il a dit ça, mais ce n'est quand même pas la seule source possible. On va dire, il occupe le haut du pavé. On ne va pas lui retirer ça. Hayek occupe le haut du pavé. Mais, encore une fois, il est juste de mentionner l'apport de Lippmann, qui est aujourd'hui bien moins connu que Hayek, mais qui a joué aussi un rôle pendant les années 20 et 30 dans la redéfinition du libéralisme. Et Hugues aura l'occasion de vous citer du Lippmann qui vaut le déplacement également. Notre parcours va donc passer par Lippmann, par l'ordolibéralisme, par Hayek. Nous avons retenu 4 étapes significatives. Premièrement, le débat Lippmann-Dewey,
des années 20, qui voit donc les deux intellectuels rompre des lances sur la question de la démocratie dans les années 20. En deuxième lieu, le colloque Lippmann d'août 1938 à Paris. 26 intellectuels des pays occidentaux débattent autour d'un livre qui vient de sortir de Walter Lippmann, dont le titre en français est La Cité libre, disponible en librairie, dont le titre en français est La Cité libre. Le titre en anglais, c'est An Inquiry into the Principle of the Good Society. Une enquête sur les principes de la société bonne. Bon, le traducteur ou l'éditeur a considéré que ça c'était un peu longué. La Cité libre. Voilà. En troisième lieu, donc, nous évoquerons l'ordolibéralisme allemand. Encore une remarque sur la Cité libre. C'est peut-être anecdotique, mais ça va vous donner une idée de ce que peut faire le système quand il a, comme ça, une idée derrière la tête. Le livre de Lippmann paraît aux États-Unis en 1937. La traduction française paraît à Paris en 1938. C'est pas beau, ça? Quand on sait qu'en France, il y a des grands chefs-d'œuvre de la littérature économique, philosophique ou politique qui peuvent attendre des dizaines d'années avant d'être traduits en français. Là, c'est traduit en quelques mois. Bon. Et non seulement ça, mais le livre est encore... L'encre est à peine sèche que le colloque est déjà sur les rails. Donc là, il y a quelque chose. Je ne vais pas plus loin, sinon on va m'accuser de complotisme. Pardon, juste une précision. Tu as parlé de Lippmann dans les années 20, mais là, son livre paraît en 1937. Ça fait... Pourquoi cet écart dans le temps? Et écoute, il a acquis au cours, en 1900, dans les années 20, Lippmann a une trentaine d'années. Il est dans la trentaine. C'est quelqu'un qui est en train d'éclore, de s'épanouir. Ce qu'il va faire. La question est intéressante. Merci. Et il commence à publier. Bon. Et puis à un moment donné, il va être recruté par un très grand journal américain pour publier ce qu'on appelle une chronique syndiquée. Chronique syndiquée. Il faut s'expliquer. Je vais dire. Donc ça va durer plusieurs dizaines d'années. Et cette chronique syndiquée va lui procurer une influence politique absolument extraordinaire, qui va aussi concerner même les présidents des États-Unis. Tellement d'influence que le président des États-Unis, quelquefois, va être obligé d'infléchir ses politiques ou ses décisions parce que Lippmann avait, remué un thème ou un autre dans sa chronique syndiquée, et ça devenait un débat public omniprésent, etc. Qu'est-ce qu'une chronique syndiquée? Une chronique syndiquée, c'est une chronique qui est publiée dans un premier temps dans un journal dont l'auteur de la chronique est le salarié, l'employé, mais qui est reprise, republiée par, alors là, des dizaines et des dizaines d'autres journaux, mais des journaux locaux, des journaux des États américains, et donc les journaux en question se syndiquent à la
tribune de Walter Lippmann. Tu vois, c'est ça. Chronique syndiquée, c'est ça. Et ça veut dire que quand Lippmann publiait quelque chose, bon, son journal, je ne vous dis pas le titre parce que je l'ai oublié là tout de suite, mais ça me reviendra soit aujourd'hui, soit quand on parlera de Lippmann. Son journal le publiait, alors ça faisait déjà je ne sais combien de centaines de milliers d'exemplaires, mais en plus il y avait des tas de journaux dans les capitales fédérales, dans les capitales de l'État fédéral, qui le reprenaient, et ça faisait encore quelques centaines de milliers de... Oui, ça augmentait l'audience. Ça a augmenté l'audience considérablement. Voilà, donc troisième temps de la valse, je le disais, l'ordolibéralisme, et puis quatrième temps, Hayek, Friedrich Hayek, évidemment, hein, le boss, le chef, le pape, hein, du libéralisme. Nous allons aussi vous proposer une réflexion sur ce que l'on entend, ce que l'on peut entendre par démocratie. Donc ce sera l'objet d'une conférence intitulée « La question de la démocratie réelle », pour réfléchir là-dessus, pour savoir de quoi nous parlons quand nous employons ce mot démocratie. Nous effectuerons également une plongée dans la situation italienne, dont la démocratie, tout comme la nôtre, est en crise. Et nous ouvrirons également des perspectives avec la question de la 6e République. Pour conclure, nous rappellerons à quelle pratique la théorie, la doctrine que nous allons passer en revue tout au long de ces conférences. Nous allons regarder à quelle pratique tout cela a donné lieu depuis les années donc 70-80. À quelles actions concrètes nous avons, pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, assisté, hein, dont nous avons été les témoins. Et bon, cette ultime conférence nous donnera l'occasion de brosser, on va dire, un tableau, un portrait du néolibéralisme, un portrait stylisé, rapide, bien sûr, et un portrait en pied. Une dernière précision, le projet de ce séminaire n'est pas de passer en revue, ce serait hors de notre portée, l'intégralité de la littérature sur le libéralisme, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, pourquoi pas le capitalisme, etc., etc. Nous ne pouvons pas évidemment faire ça. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de nous concentrer sur ce que je vais appeler des intellectuels organiques du... Je vois des Italiens qui sourient, sur des intellectuels organiques, formule de Gramsci, du néolibéralisme, c'est-à-dire des personnes qui étaient proches des milieux d'affaires, proches des milieux libéraux, néolibéraux, dont le projet était de préserver le néolibéralisme, le capitalisme, hein, néolibéralisme, capitalisme, et dont les idées, de fait, ont été reprises, et souvent d'ailleurs avec beaucoup de clarté, très clairement revendiquées par les gouvernements. Autrement dit, ce que nous vous proposons, c'est quelque chose comme une incursion dans les cuisines du néolibéralisme et une plongée, disons, dans le travail, la réflexion et le travail des chefs étoilés du néolibéralisme. Des chefs étoilés. Et donc voilà quelle est notre ambition et notre espoir, c'est de vous fournir à travers ça des moyens de compréhension de notre monde et à la fois, vous verrez, à la fois au niveau des grandes politiques de société et des conceptions
de l'homme. Donc au niveau vraiment social, sociétal, politique, géopolitique, philosophique et aussi au niveau anthropologique. Donc notre programme, il est le suivant. Vous l'avez, là je ne fais que vous le rappeler, vous l'avez déjà. Au-delà de la conférence d'aujourd'hui, le 1er décembre... La question de la démocratie est réelle. Voilà. J'ajoute une information importante. Donc, cette conférence va être reportée à une date ultérieure en raison de l'indisponibilité du conférencier. Mais c'était Dominique Bindot-Soupou. Voilà. Donc, nous allons la reporter. Nous définirons la nouvelle date un jour prochain. Vous en serez informés par les voies et moyens habituels. Le 8 décembre, le débat Lippmann-Dewey avec les deux individus que vous avez devant vous. Et le 15 décembre, le colloque Lippmann, il arrive. Donc nous deux aussi. Voilà. Le 5 janvier, l'ordolibéralisme, les deux mêmes encore, qui s'incrustent. Et puis le 18 janvier... Le 12 Ah, c'est 12. Ah oui, pardon, le 12 janvier, oui, c'est Friedrich Hayek. Le 19 janvier, la démocratie italienne en crise par Maria Donzelli. Et le 26 janvier, la 6e République par Robert Charvin. Et le 2 février, enfin, une conférence intitulée « Cette fois, en finir avec la démocratie » par nous deux, encore une fois. Voilà le programme. Ce que nous aimerions maintenant, à l'issue de cette présentation de notre projet, c'est recueillir vos réactions pour deux raisons au moins. Vous en inventerez sans doute d'autres, mais pour nous, en tout cas, pour deux raisons au moins. La première, c'est que nous sommes en capacité, selon ce que vous direz, nous sommes évidemment en capacité d'en tenir compte pour les conférences à venir. Donc, si vous avez des souhaits, exprimez-les, et si nous sommes en capacité de les satisfaire, nous le ferons. Et la deuxième raison, c'est que vous l'avez peut-être vu, mais en tout cas, notre idée, c'est d'y revenir tout à l'heure. Une page accompagne ce séminaire sur le site internet des Amis de la Liberté. Une page spéciale sur le séminaire. Alors, si tel ou tel de vos vœux n'appelle pas une intervention particulière en séance, peut-être qu'il appelle par contre un complément, un document que nous pourrions mettre sur le site internet. Voilà. Donc voilà nos deux hypothèses qui nous amènent à solliciter avec motivation vos réactions. C'est une petite manière modeste de participer au séminaire, à la construction du... Bon, c'est trop dire de s'exprimer comme ça, mais enfin, vous pouvez de cette manière-là un peu intervenir dans le séminaire. Après avoir recueilli vos réactions, ce que nous souhaitons faire avant de nous séparer, c'est vous présenter la bibliographie du séminaire. Je ne sais pas là non plus si vous l'avez vue, mais elle est sur le site internet. On va revenir sur tout ça. À vous la parole. Je peux. De toute façon, le séminaire, vous pouvez le revoir ou faire partager en vidéo, donc, comme on fait pour les Amis de la Liberté. Moi, j'ai plusieurs interrogations. Une, on a parlé du Chili. Malheureusement, il y a eu des élections.
avec tout ce qu'a subi le peuple chilien, on voit qu'aujourd'hui, le parti fasciste est le premier parti. Ça ne veut pas dire qu'il va être président de la République, je crois qu'il fait 28%, mais c'est assez surprenant. Je crois qu'il y a nécessité de faire une analyse sociologique de la planète, pas seulement de la France, parce que quand on voit les idées d'extrême droite qui montent de partout, c'est inquiétant. Donc ça, c'est une première intrigue. La deuxième, pour moi, on est rentré dans l'ultralibéralisme, parce que ces multimilliardaires n'ont plus aucune retenue. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent, que dans le cadre du néolibéralisme, ils tenaient compte quand même de certains aspects sociaux et revendicatifs. Aujourd'hui, le milliardaire, on envoie des fusées à la place de la NASA, et pourquoi pas demain prendre le pouvoir absolu avec ces milliards, par exemple le pouvoir absolu aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc il y a ces questions-là. Et sur la démocratie, il y a un problème parce que pratiquement toutes les élections sur la planète, il y a 40% de participants, je vais vite, je prends des raccourcis, mais de partout, toutes les élections. Moi, j'ai des attachements en Bulgarie, j'ai même une maison là-bas, enfin, ma femme est bulgare, j'ai suivi les dernières élections. Donc il y a un système très démocratique à la proportionnelle. Bon, il n'y a eu que 40% de votants. Nous, on a un pouvoir présidentiel, un pouvoir autoritaire, donc monarchique. On a parlé de proportionnel, etc. Et on s'aperçoit que, comme l'exemple de l'Allemagne ou la Bulgarie, vous savez, dimanche dernier, ils ont voté pour la 3e fois dans l'année parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pays, c'est le pays le plus pauvre de l'Europe, corrompu, etc. Et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ce qui est surprenant, c'est que le président de la République, qui était un homme de gauche, que j'ai rencontré, moi, lors d'une manifestation à Sofia, dans les 2 mois d'absence de gouvernement, il a nommé des jeunes ministres, etc., qui ont été très efficaces. Et le parti de ces 2 jeunes, en 2 mois, a fait 26% aux élections. Donc, mais moi, ce que je m'interroge, c'est quel type de représentation nationale, parce que depuis les Grecs, on a vu, les Grecs étaient quand même une certaine classe qui avait le droit démocratique, mais quand on voit tous les systèmes électoraux les plus démocratiques possibles, en Afrique, par exemple, on impose les élections, et puis au lendemain des élections, c'est la guerre. C'est les clans, on refuse les résultats, etc. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à avoir cette réflexion. Quel système on peut mettre? Est-ce que, comme à l'époque de la Révolution française, des collectifs, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais par secteur, etc., et envoyer des représentants? Parce que là, aujourd'hui, on voit que notre système électoral, il est faussé. Voilà, moi, c'est toutes des interrogations qui m'interrogent, et je reviens sur l'ultralibéralisme, on est en plein dedans, parce que quand on voit qu'il y a une crise sanitaire, planétaire, je veux dire, si c'était que l'Europe, etc., et que ces multimilliardaires, ils se sont enrichis à outrance, et aucune aide pour les pays qui crèvent de faim, qui n'ont pas de vaccin, etc. Et vous savez, on en a peu parlé dans les médias. Il y a le Cum-Cum. Vous savez ce que c'est? Non. Je vais vous expliquer. Dernièrement, on a donné des dividendes colossales aux gros actionnaires, bien entendu. Ils ont fait ça en 2 jours. Ils ont acheté des actions, ils ont revendu en 2 jours, où les services fiscaux de la planète, de chaque pays, ont été incapables de savoir les bénéfices de qui pour pouvoir les imposer. Cum-Cum, ça s'appelle, je ne sais pas exactement le sigle. Et on n'en parle pas. Mais, non, c'est un sigle, je ne sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, c'est certainement un angliciste, quoi. Mais c'est un truc où en 2 jours, où les services fiscaux, quel que soit le pays, ne peuvent pas savoir qui a touché les dividendes et qui sont les profits. Ce qui a fait perdre à tous les pays des dizaines de milliards d'impôts. Sans parler, comme par exemple, de ce gros scandale financier des paradis fiscaux. Là, pareil, les médias, ils ont plus parlé de la jeune tennisman chinoise que ce détournement fiscaux dont de nombreux chefs d'État, ministres de différents pays, notamment le Hongrois qui a une villa à Antibes qui rentre dans ce truc
non déclarés. Donc voilà, il y a tout ce truc qui nous dépasse. Et je crois que ce séminaire va nous permettre d'apporter un éclairage. Oui, les paradis fiscaux, parce que, et ça va dans la continuation du séminaire sur le néolibéralisme. Et on voit bien que quand Mélanie Plouvier avait fait sa dernière conférence, elle parlait de, je ne me rappelle plus, du philosophe économiste du 19e siècle allemand, Spencer. Et en fin de compte, avec Macron, on vivait exactement la même chose, hein, un siècle après. Un peu plus. Voilà. Il n'est pas allemand, Spencer. Anglais, peut-être. S'il vous plaît, hop. Par rapport au néolibéralisme et l'ultralibéralisme, je ne vois pas en quoi l'ultralibéralisme serait pire que le néolibéralisme, d'après ce que j'ai compris. Oui. Le néolibéralisme n'accepte pas ni opposition, enfin, c'est la destruction, comme l'avait nommé Bourdieu. Enfin, je ne vois pas pourquoi l'ultralibéralisme serait pire que le néolibéralisme. Je crois qu'il faut parler là de capitalisme, d'après moi, et puis c'est des petites nuances, voilà, parce que le capitalisme se casse la figure, donc on essaie de se rattraper comme il peut, avec ultra, néo. Au début, moi, je ne comprenais pas ces trucs-là. Mais d'après ce que vous avez expliqué, d'après mes petites lectures, je crois en fait. Attends, Oui, d'accord. Je vais proposer une réponse. Peut-être, vas-y Jean. Moi, je voudrais qu'on évoque le phénomène illibéral qu'on trouve en Hongrie, qu'on trouve en France avec Zemmour, avec Le Pen, etc. Ce phénomène illibéral, comment il se situe dans cet ensemble dans l'ensemble des relations entre les néolibéralismes et la démocratie. D'accord. Alors, je commence par quelques réponses. Je commence par répondre à vous parce que ça me donne l'occasion de quelques propos que je considère comme plus fondamentaux, on va dire, entre guillemets. Parce que vous prononcez les mots néolibéralisme, capitalisme, et moi aussi d'ailleurs je les ai prononcés. Et je les ai aussi, comme vous, je les ai associés. Peut-être un essai de clarification. Bon, je ne dis pas que le débat est clos sur cette question. Si on lit 10 livres, on va trouver 10 idées un petit peu différentes. Mais si on veut essayer de clarifier un petit peu les choses, entre capitalisme et néolibéralisme en particulier, qu'est-ce qui les définit l'un et l'autre, et qu'est-ce qui les unit? L'idée que l'on peut proposer, c'est de dire que quand on dit capitalisme, on vise la base réelle de la société. La base réelle, production, les entreprises, la production de la valeur, le marché, la concurrence libre et non faussée, également la financiarisation, la mondialisation, etc. Bon, la base réelle de la société. Quand on dit néolibéralisme, eh bien, moi je propose de dire, de viser, à travers cette formule, de viser plutôt tout ce qui concerne les aspects idéologiques, culturels, institutionnels, les lois et règlements, tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à la direction de la société. J'y mets aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'y mets aussi les médias, j'y mets aussi la production ou la construction quotidienne d'une espèce de bon sens
de sens commun néolibéral de tous les jours qui nous pénètre. Et la liaison que je propose entre les deux, ce serait une liaison, comment dire, qui consisterait à dire une image qui va vous faire sourire, c'est sûr. Hein, vous prenez un tapis de fakir. Un tapis de fakir. Bon. Eh bien, si vous le considérez, ce tapis de fakir, avec les clous vers le haut, comme ça doit être, eh bien, je dirais c'est la base réelle, c'est le capitalisme. Et si par contre vous prenez un autre tapis de fakir, mais que vous le retournez, et que vous le rapprochez du premier, eh bien ce deuxième tapis de fakir, c'est le néolibéralisme. Et c'est là la société dans son ensemble, c'est l'articulation entre les deux. Vous voyez qu'on peut tout à fait aussi soutenir qu'il n'y a pas tant de différences que ça, c'est complètement imbriqué, mais comme on peut aussi chercher des différences. Hein. Moi, personnellement, je suis plus porté à distinguer, si vous voulez, ma philosophie, c'est distinguer sans séparer, relier sans confondre. Distinguer sans séparer et relier sans confondre. Ce sont deux excès à mes yeux. Les excès qui consistent à considérer le capitalisme tout seul, la base réelle, ou bien le néolibéralisme tout seul, qui est une superstructure idéologique, politique, culturelle, etc. Moi, après ce que vous dites, je l'entends, que, en fait, le néolibéralisme, il a été réfléchi pour faire en sorte que le capitalisme tienne, puisque ça ne tenait pas. Donc, ça ne tient pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il faudrait changer tout le monde. Il faudrait mettre une grosse dictature afin que tout le monde fonctionne sur la base du capitalisme. Moi, c'est comme ça que je comprends. Oui, mais c'est comme ça que je le comprends aussi. Le néolibéralisme, c'est la direction de la société et mettons-y également, je le disais, hein, les institutions politiques et démocratiques. Hein. Alors, je réponds aussi rapidement aux interventions de Jean-Pierre Crémieux qui a abordé 3 questions. Donc, quand il dit qu'il faudrait envisager la question du fascisme au niveau mondial. Donc, ça, c'est complètement évident. Complètement évident. Donc ça, on va regarder ça. En l'état actuel des choses, nous ne l'avons pas prévu, mais on va regarder. Je vous indique tout de même qu'il y a un livre qui a regardé la question du fascisme au niveau mondial pour le XXe siècle, mais jusque dans les années 70-80, c'est Serge Bernstein, un historien que vous pouvez peut-être connaître, qui a publié en 1999 « Démocratie, régime autoritaire et totalitarisme au XXe siècle » chez Hatier. Démocratie, régime autoritaire et totalitarisme au XXe siècle, chez Hatier, en 1999. Alors, juste à propos de ça, je ne vais pas t'interrompre. Je pense que tu as plus ou moins terminé. Parce que, justement, quand on a parlé du Chili, j'avoue que ça me touche énormément, parce que j'ai séjourné moi-même de 1972, janvier 1972, jusqu'à toute 1972 au Chili. J'étais correspondant d'un journal de gauche allemand, aussi pour une radiodiffusion qui est à l'époque la plus à gauche, la fédérale, c'est de Francfort. Ça c'est l'exemple, je pense. Ce coup d'État de Pinochet, c'est l'illustration même du fait, alors que
il a été préparé, il a été fait, ce coup d'État a été mené avec une brutalité extrême, n'est-ce pas? Et pourquoi? Dans quel objectif? Non seulement pour exterminer pratiquement la gauche, pour assassiner la classe ouvrière, c'est longtemps, les communistes, les socialistes, les réalistes, du tout. Alors avec une aussi incroyable, un véritable fascisme, n'est-ce pas? Et voilà, le lendemain, dès que Polje avait réussi cela, il a, dans le palais de la Monnaie, là, détruite après avoir assassiné Allende, etc. Alors, ils ont fait appel immédiatement à des experts économiques de l'école de Chicago, n'est-ce pas? Donc, il est l'école de Chicago Boys. Donc, le Chili servent au monde entier de laboratoire, pour exemple, pour l'institution du néolibéralisme. Tout ce qui a fait après, c'est ça la finalité. Ça n'a pas été bien expliqué, bien sûr, parce qu'on était tellement sous le choc. C'était pas Friedman, l'école de Chicago, là. C'est ça. Au Chili. Du Chili, c'est ainsi. Friedman. Ça permet de comprendre ce qui se passe maintenant, parce que tout ça, c'est encore des conséquences de ce coup d'État atroce. C'est pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, que le Chili, justement, contrairement à ce qui a été dit de la propagande américaine, de la presse, c'est la CIA qui a fait ce coup. L'unité populaire avait respecté toutes les libertés. C'était l'exemple même d'une tentative de faire, de construire le socialisme par des réformes, par l'avoir fait parlementaire, comme Georges Jaurès avait enseigné. Donc il avait rien de dictatorial. Alors cela a été défiguré par la presse américaine, où la présenté comme un dictateur communiste, ce qui était complètement absurde. Il y a 13 ans après ce coup d'État, alors c'est devenu, je répète, le laboratoire d'expérimentation pour ces théoriciens ultralibéraux du libéralisme de l'école de Chicago. D'ailleurs, lisez le livre de Naomi Klein, je dis très bien dans ce livre. Naomi Klein, c'est la référence ici. La stratégie du choc. Moi-même, quand j'étais Julie, des préparatifs de cette extrême droite fasciste et fascisante, l'une des forces conservatrices et réactionnaires, qui impunément pu dire ont vraiment planifié ce coup d'État et ils ont appuyé pour cela par le président Nixon, parce que c'était Nixon aux États-Unis qui est derrière, qui instituait, qui voulait évidemment que les dictatures militaires soient instituées. Donc tout ce qu'il avait éclaté pour empêcher le communisme et le socialisme. Tout ça, c'est pour dire, si maintenant les Chiliens sont là, c'est pour une conséquence de cela, d'ailleurs, et ce n'est pas décidé du tout que le facho est arrivé avec une petite avance, je pense que c'était 28% contre 26%, qu'il soit élu président. Ce n'est pas évident du tout, parce qu'on a vu en 19, au Chili, vraiment la plus grande, la plus spectaculaire révolte contre le néolibéralisme qui a été institué par Pinochet. Je rappelle des pages entières que l'Humanité a publiées à ce sujet, qu'on a publié dans l'Humanité, ce qui s'est passé, cette révolte contre un système néolibéral atroce. Voilà. Et ça continue. En quelle année, pardon? En 19. 2019. Oui, c'est pas la tête. Parce que, mais moi, déclenché par quoi? Par l'augmentation du ticket de métro de 10 centimes ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça a servi d'étincelle pour mettre la poudre à une. Voilà. Le feu, merci. Une explosion sociale importante. Et à sa naissance même, une révolte contre cet ordre-libéralisme, contre ce néolibéralisme. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. D'autres interventions. Pas répondu je n'ai pas encore répondu à Jean-Pierre Crémieux, donc sur le fascisme, on va regarder ça, on mettra peut-être des documents sur la page internet, ou bien on réfléchira à l'évoquer dans telle ou telle conférence. C'est pas le fascisme. Robert Chamin nous a fait une conférence, nous, c'est les fascismes, et il a expliqué les différents fascismes qui existent sur la planète. Donc c'est pas seulement une unité, c'est pas un mouvement unique, homogène. C'est pour est-ce que je juste, excuse-moi, juste par rapport à ce que tu disais à propos de l'Allemagne et l'Allemagne est extrêmement libérale par rapport aux fascistes et l'extrême droite qui avancent partout, sauf électoralement en Allemagne. Intéressant à voir.
et ne sont pas représentés. Ils étaient représentés là, avant les années 80. Cette fois-ci, non. Mais ce que je trouve, ils n'y sont plus. Maintenant, cela dit, les manifestations, toutes les manifestations, dans tous les Länder, étaient menées par l'extrême droite contre la vaccination, etc. À aucune revendication sociale, uniquement, toujours, ils prennent cette entrée-là. Et ils prennent des proportions redoutables. Donc il faut se méfier des élections, parce que ça, c'est effectivement, comme ça a été cité tout à l'heure, c'est-à-dire que le libéralisme, il a besoin d'un peu de fascisme. Hein. C'est ce qui est en train risque de se passer en Allemagne. Alors, sur la distinction entre néo et ultra, donc ça répond à Jean-Pierre Crémieux, mais aussi à vous. C'est typiquement le genre de discussion qui ne peut qu'être fondée sur des bases fragiles, comme je l'évoquais dans la présentation. C'est typiquement ce problème. Ce que je vous propose, c'est, pour apprécier cette affaire, qu'on en reparle quand on aura parlé de Friedrich Hayek. Parce que là, je vous assure, là, il faut que vous arriviez avec un casque à pointe. Hein. Alors c'est Bismarck. Et comment on appelle, un gilet pare-balles. Il faut que vous arriviez avec un gilet pare-balles. Même si, j'anticipe bien entendu, mais bon, c'est pas grave, même si, heureusement pour nous, les thèses de Hayek n'ont jamais été mises en œuvre. Heureusement pour nous. Sur l'État, sur l'économie, etc., etc. Bon, heureusement, mais même les libéraux, hein, qui ont mis Hayek sur un piédestal, ils se sont bien gardés d'appliquer ses idées. Alors ils avaient peur, ils en avaient peur. Je pense qu'ils avaient peur de semer la révolution, carrément. Donc, mais la question néo-ultra, gardons-la dans un coin de notre tête. Hayek, c'est ultra? Non. Oui. Ah, c'est ça? Oui. 1000 fois oui. Donc Hayek, quand on va parler de Hayek, vous allez voir quelles sont les idées qu'il développe sur beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais on utilise, c'est ça qu'on fait confusion, parce qu'on utilise néolibéralisme, ultralibéralisme à toute berzingue. Alors si c'était si affreux, l'ultralibéralisme n'a jamais été appliqué, sauf au Chili peut-être. Alors, oui, Arnaud Muster le disait à l'instant, l'ultralibéralisme, sous l'égide des Chicago Boys, a été appliqué presque chimiquement pur, hein, un ultralibéralisme presque chimiquement pur au Chili. Bon, mais dans la plupart des autres pays, ça a été matiné d'autres choses. Au Chili, la grande particularité, c'est que c'est presque chimiquement pur. Voilà. Mais chez nous, dans nos pays, Europe, pays occidentaux, même États-Unis, il y a des formes collectives aux États-Unis qu'on a tendance à ignorer, mais qui existent bel et bien. Reagan et Thatcher, elles ont fait quand même, le néolibéralisme, c'est on ne veut pas d'opposition, ni de syndicats, ni d'État social, évidemment, tout doit être... Où ça? Le néolibéralisme, oui. C'est ça sa théorie. C'est ça sa théorie. Voilà. Bon, Thatcher et Reagan ont mis à bas, d'une manière spectaculaire, l'État social de droit. Ils l'ont mis à bas. Mais n'oublions pas qu'il reste quand même aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, même après Thatcher, même après Reagan, il reste quand même des formes, alors qui sont amoindries et fragilisées, mais il reste quand même des formes de protection sociale. Elles n'ont rien à voir avec les nôtres. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que là, c'est hors séminaire. On parlera On parlera de l'impact social du néolibéralisme. Cet impact social, c'est destructeur d'emplois et tout. Alors, dans notre projet de cette année,
Non, c'est pas pour cette année. Non, ce n'est pas dans notre projet. Mais j'y vais, Jean-Pierre. Voilà, tu peux y aller. Hein. Je n'ai pas parlé à mon secrétaire. Mais... Non, nous avons une idée pour la suite à donner à ce séminaire. Vous avez vu que nous allons nous concentrer sur un certain nombre d'auteurs, ceux que nous avons cités. Bon. Pour l'année prochaine, notre idée, ce serait de faire quelque chose qui va plus du côté de l'action, de la mise en pratique, mais à la fois l'action et la mise en pratique du côté des libéraux, néo-ultra, là je laisse de côté, mais aussi de notre côté à nous, les dominés. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour, face à ces projets multiples et variés de domination, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Voilà. Donc, que faire? Donc, ça serait ça l'idée, et ça pourrait nous amener à parler de ce que tu dis. Hein? Sur les voies et moyens. Oui, les voies et moyens. Et dans les moyens, par exemple, l'utilisation du numérique au service du néolibéralisme, le numérique. Le numérique. Il y a une accélération, là. Je le note, le numérique, ça c'est un sujet. C'est un sujet aussi. Vous savez qu'il y a un flux de recherche au niveau du Collège de France sur la gouvernance par les nombres. Donc vous avez une chaire. Les algorithmes, c'est ça? Entre autres choses. Vous avez une chaire au Collège de France qui est tenue par Alain Supiot et qui est professeur au Collège de France et dont la chaire, dont c'est le thème de sa chaire, la gouvernance par les nombres, et qui a publié d'ailleurs un livre qui s'appelle La gouvernance par les nombres. Bon, ça aussi c'est un sujet en soi. Je ne prends pas d'engagement pour tout traiter. Mais sinon, je finis de répondre à Jean-Pierre. La démocratie est en crise partout. Qu'est-ce qu'on fait? Quel système mettre à la place? C'est quelque chose que je propose de traiter l'an prochain. L'an prochain, ça serait le thème d'autres formes démocratiques, démocratie participative, tout ce qu'on voudra. On remet ça à l'an prochain. Pour cette année, notre centre, ça va être les questions que nous avons évoquées. Quelles autres questions Il y a juste un point qui n'a pas été repris, me semble-t-il, été évoqué par la personne qui est devant moi, c'est la filiation entre le néolibéralisme et l'illibéralisme. Ah, et l'illibéralisme. Oui, alors... C'est quoi l'illibéralisme? L'illibéralisme, c'est une variante du néolibéralisme qui nie les procédures démocratiques classiques qui datent, allez, on va faire ça, qui datent de la Révolution française. Là, je suis franco-français quand je dis ça, bien entendu. Mais bon, l'Europe a beaucoup, comment dire, s'est beaucoup inspiré. La Révolution française a beaucoup inspiré les différents pays européens. Donc, c'est une variante du néolibéralisme qui piétine les formes démocratiques classiques libérales. C'est sa première façon d'être illibérale, c'est de piétiner les formes démocratiques libérales. Et puis, l'autre caractéristique que je vois, c'est que c'est une idéologie qui est adossée à un nationalisme compulsif. Hein. Orban, par exemple,
et d'autres. Hein. C'est ça les deux dimensions que je vois. Il se revendique d'un anticapitalisme contre le capitalisme international, apatride, c'est toute une série de termes qu'on a déjà entendus, mais c'est intéressant de voir que, en somme, il inverse le sujet pour mieux faire passer sa soupe. Pour mieux faire passer, et y compris pour mieux faire passer le système capitaliste. Ouais. Parce que le système économique dans ces pays, il est clairement... Orban, c'est du népotisme, c'est-à-dire toute sa famille dirige les principales entreprises. Et puis surtout, il est clairement capitaliste. Voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce discours, mais qui est associé à la question nationale. Zemmour, c'est pareil. Oui, c'est ça, c'est associé à la question nationale. C'est la critique de la mondialisation, etc. etc. C'est le pendant aussi de la question nationale. C'est pernicieux qu'une attaque à la Pinochet, c'est beaucoup plus pernicieux. Autre question, avant de passer à la présentation de la bibliographie et puis quelques indications encore pratiques, est-ce qu'il y a d'autres... Juste une précision, le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus celui de quelques années en arrière. C'est-à-dire que le profit et les plus-values se faisaient sur le travail, dans les entreprises, dans la production. Aujourd'hui, l'usine de la planète, c'est la Chine, et beaucoup de pays asiatiques, mais on produit de moins en moins. Et les bénéfices sont réalisés par ce qu'on appelle le numérique. Regardez l'histoire des Uber, etc. Et les nouveaux milliardaires qu'il y a aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est-à-dire ils ne produisent rien. Ils sont des commerçants, ils achètent des trucs et ils livrent. Mais il y a un problème économique important, c'est une réflexion personnelle. Dans le département, il y a 90 000 auto-entrepreneurs. Vous avez ceux qui pédalent les vélos, il y a toutes sortes, 90 000, on est 1 million d'habitants. C'est la désalarisation de la société. Laissez-moi terminer. Voilà. Avec pas les avantages sociaux, une retraite minable, un accident de travail, il ne sera pas rémunéré de trucs. Et souvent, il tourne à moins de 1 000 € par mois de revenus parce que normalement, notre entrepreneur, il a à peu près 25% de charge sur son chiffre d'affaires. Mais c'est là où le capitalisme est préoccupé, parce qu'il y a une ville, je ne me rappelle plus, aux États-Unis et Londres, qui a obligé aux entreprises d'ubérisation de salarier leurs salariés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une société qui vit avec des gens de misère, pas de revenus, donc ils ne font pas tourner l'économie. Et l'idée, c'est qu'il y a une contradiction dans ce système néolibéral, du capitalisme, qui est complètement différent de, disons, 20-30 années en arrière. Moi, quand je travaillais en musique, je faisais des bateaux. Moi, on était productif, il y avait une rentabilité. Il y avait des mouvements syndicaux, il y avait... Mais là, aujourd'hui, c'est pourquoi... Je pense c'est pour ça qu'il y a une grande partie de la population mondiale se désintéresse des élections parce qu'ils sont hors course. Ils sont plus en prise avec course. Alors, voilà, cet aspect de Jean-Pierre Crémieux, je vous renvoie à un livre intéressant de Michel Husson, qui est décédé récemment, « Le capitalisme en 10 leçons » aux éditions La Découverte, où Husson... je ne l'ai pas lu, mais... Husson explique... Le capitalisme en 10 leçons aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui doit dater des années 2010, par là, où il explique ce que vient de dire Jean-Pierre. Bon, on est plus dans le côté économique des choses que le côté philosophie politique qui est la caractéristique de notre séminaire. Oui, je ne voudrais pas prolonger le débat, mais j'aimerais bien que dans le cours du séminaire, on évoque la situation du système chinois. Parce que
pas aussi clair que ça en a l'air, quoi. Hein. C'est ambigu comme. C'est quoi, c'est du capitalisme? Du point de vue Je parle démocratique, de la vie démocratique, je parle de la relation avec le capitalisme, je parle de la possibilité impérialiste de la route de la soie, etc. Donc ça fait problème, tout ça. Je ne prends pas parti, mais je dis simplement que moi, ça, comme on dit maintenant, ça m'interroge au niveau du vécu. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle, d'accord. alors là-dessus, J'ai beaucoup d'informations, j'ai mon fils qui est Oui. à Pékin. Ah, il est à Pékin? Je ne demande pas de répondre maintenant. Ouais, Bureau? Ou plus du J'ai bureau? des informations tous les 2 jours, mais c'est très complexe. Très bon, complexe. là-dessus, c'est un bon exemple de ce que nous sommes capables de faire entre nous. Là-dessus, on peut très bien mettre en ligne, je vais commencer par le plus simple pour moi, j'entends, hein, le plus confortable pour moi. On peut commencer par mettre en ligne des références documentaires qui existent et puis peut-être chercher, en cherchant on trouvera sans doute des articles, y compris des articles universitaires sur la question. Parce que là aussi, je fais une remarque incidente. Dans le cadre de ce séminaire, si nous cherchons des références, autant que faire se peut, que ce soit des références universitaires. On est d'accord, hein? On ne va pas aller chercher des références dans le Figaro ou dans l'Humanité. Chacun peut s'en charger. Mais par contre, des références universitaires qui ne sont pas forcément faciles à trouver, qui se trouvent dans des plateformes particulières, ça, on peut le faire. Alors, si vous voulez, ça m'amène à la troisième partie conclusive de notre séance d'aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention sur la bibliographie qui accompagne le séminaire. Cette bibliographie, vous la trouverez sur la page qui a été prévue à cet effet sur le site des Amis de la Liberté. Pour la trouver, c'est simple, vous tapez Amis de la Liberté. Quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur l'onglet Séminaire qui est en haut. Vous allez trouver un onglet Séminaire. Et quand vous avez cliqué sur l'onglet Séminaire, vous allez vous voir proposer plusieurs rubriques. Et vous prenez la rubrique Néolibéralisme contre démocratie. C'est notre séminaire de cette année. Vous avez d'autres rubriques pour les séminaires antérieurs. Donc vous cliquez Séminaire, Néolibéralisme contre démocratie, et vous allez tomber sur une page sur laquelle vous allez trouver le programme qu'on vous a déjà présenté, l'argument du séminaire, mais ramassé. Là, on vous a présenté l'argument, on y a mis 3/4 d'heure, mais là, on vous le ramasse en une page. Et puis la bibliographie. Et puis encore 6 résumés de lecture. Donc des résumés copieux, en 20, 30, 40 pages. Donc ce sont plus que des résumés, ce sont des condensés. Ceux qui rient bêtement, je vais prendre leur nom. Et ce sont... allez, je fais mon coming out, j'ai un penchant pour les résumés de lecture. C'est bien, hein? Non, mais bien sûr que c'est bien. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc, je vous propose 6 résumés de lecture qui sont les résumés de 2 cours de Michel Foucault au Collège de France. Ça, c'est bien. Donc, oui, On peut accéder, c'est ça? tout à fait. Il suffit de cliquer. Donc, 2 cours de 1977-78 et 1978-79. Évidemment, c'est copieux, c'est dense, mais c'est passionnant. L'un, c'est Sécurité, territoire et population, 77-78, et l'autre,
naissance de la biopolitique 78-79. Je les ai regroupés dans un fichier unique que j'ai intitulé « Histoire de la gouvernementalité ». Donc vous avez là 80 pages, là où au départ il y en a 700. Ces cours sont parus en 2004, c'est-à-dire avec quand même 25 ans de décalage. Je propose également un résumé de Francisco Vergara, Introduction aux fondements philosophiques du libéralisme, un ouvrage intéressant de 92 et qui a comme intérêt de revenir bien en arrière sur Adam Smith, Ricardo, etc., etc. Ce sont des auteurs qu'il faut connaître, mais que tout le monde ne fait pas l'effort de présenter en détail. Je propose également un résumé d'un ouvrage de Wendy Brown qui s'appelle « Devinez quoi ? Défaire le démos ». J'ai prononcé le titre tout à l'heure, « Défaire le démos ». C'est une prof de Sciences Po de l'université de Berkeley, Wendy Brown. Elle a une fiche Wikipédia que je vous invite à consulter, qui est bien faite. Un ouvrage de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. C'est un document extrêmement intéressant pour une autre raison, c'est parce que Chamaillou nous décrit les États-Unis de l'après-guerre et l'énorme conflictualité sociale de l'époque et la réaction des milieux capitalistes face à ça. Et on voit apparaître les premières formes de déconstruction du rapport salarial fordiste. On les verra, nous, apparaître plus tard, dans les années 70, 80, 90, etc. On les verra apparaître plus tard, mais là on les voit apparaître pour la première fois. C'est un ouvrage de 2018 qui est tout récent. Défaire le démos, c'est 2018 également. De Barbara Stiegler, il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique, 2019. Donc ce sont des interventions récentes, tout ça. Et là, l'intérêt de Barbara Stiegler, c'est qu'elle nous décrit dans le détail le débat Lippmann-Dewey. Je vais beaucoup l'utiliser pour le débat Lippmann-Dewey. Moi, je vais prendre que la partie qui traite de la démocratie. On ne peut pas tout faire, mais donc j'ai choisi de m'occuper du débat des années 20, mais elle décrit aussi le débat des années 30. Et l'intérêt de Stiegler, c'est qu'elle relie tout ce débat avec le souci qu'avaient ces auteurs, Lippmann, Dewey, le souci qu'ils avaient de refonder le libéralisme, mais sans se mettre dans les pas d'Herbert Spencer. Herbert Spencer, Crémieux ou Corbucci, l'un ou l'autre, ont prononcé son nom tout à l'heure. Il ne voulait pas parce que Spencer, c'est quelqu'un qui a transféré dans les sciences humaines et sociales la théorie de l'évolution de Darwin. Voilà. Le darwinisme social. Donc, Lippmann et Dewey, eux, ils ne veulent pas s'inscrire dans cette filiation-là. Et pourquoi du darwinisme social. On va y venir le moment venu. Et donc, Stiegler nous explique ça très très bien.
très très bien, et c'est intéressant. Donc, je vous invite à consulter cette page, à télécharger les résumés, et vous avez ça, voilà. Que ça ne vous empêche pas de lire les livres eux-mêmes, surtout, mais ça vous aidera à les lire si vous lisez le résumé. Vous verrez, vous entrerez dans le livre beaucoup plus facilement. Comme dans du beurre. Comme dans un roman de SS 117. Comme dans un roman de SS 117. Voilà. Oui. Ouais. Alors, il y a un peu de subjectivité, c'est normal, mais je peux vous dire, au lieu de lire un livre de 1000 pages, grâce à Daniel, avec une centaine de pages... on s'en sort. Voilà, et on a quand même l'esprit général... Voilà, on peut briller en plus. Mais j'insiste, ce n'est pas pour faire écran au livre. Pas du tout, je sais bien, mais il faut beaucoup de disponibilité pour... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Okay. Alors, je vous ai dit... Donc le 1er décembre, c'est pas... Je vous ai dit que la conférence du 1er décembre est reportée à une date ultérieure, ce qui veut dire que nous allons nous retrouver, non pas le 1er décembre, mais le 8 décembre pour le débat Lippmann-Dewey des années 20. Ce qui permet d'assister à la conférence du 2 décembre des Amis de la Liberté sur les pouvoirs de l'esprit de Henri Brock. Voilà, d'accord. Allez, à la prochaine. Au revoir.